Deuxième invité dans cette grande interview, c'est Xavier Durand, qui est directeur général de Coface. Coface, vous le savez, c'est l'acteur incontournable dans la gestion du risque de crédit commercial. Évidemment, tous ceux qui sont chez l'entreprise connaissent bien la Coface. C'est le recouvrement de créances, la facturage, assurance crédit. Bonsoir, Xavier Durand. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez publié tout à l'heure votre baromètre Coface, qui est très très attendu parce que justement vous avez une vision globale. Vous êtes présent, vous avez 100 000 clients, vous êtes présent dans 200 marchés. Donc on va voir l'impact de de l'arrivée de Donald Trump qui a un peu tout bousculé. C'est sans doute ça qui est le plus important. Si on faut tirer les grandes lignes de votre baromètre, quelles sont-elles? En fait, elles sont qu'on commence à voir finalement la baisse de qualité d'un certain nombre de secteurs qui sont impactés directement, particulièrement par les mesures tarifaires qui sont prises en ce moment. Donc c'est le secteur des métaux, c'est le secteur de l'automobile. Oui, globalement, vous avez déclassé 23 secteurs quand même dans 4 pays. Et 4 pays, pardon. C'est ça. C'est énorme, 23 secteurs. Il y a plus de baisses que de hausses, mais en fait, c'est plutôt des baisses sectorielles qui correspondent à des secteurs qui sont touchés à la fois par une hausse des tarifs, mais aussi des surcapacités structurelles, par exemple comme l'acier. On a 600 millions de tonnes d'excès de capacité de production. Et puis, c'est aussi des secteurs dans lesquels les marges des entreprises souffrent du fait d'une croissance globale qui ralentit, du fait de l'incertitude géopolitique et économique dans laquelle on vit. Ça pèse beaucoup, cette incertitude justement tarifaire ça pèse d'environ, à notre estimation, un demi-point de PIB mondial. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui une projection de croissance pour le monde de 2,2% pour cette année, 2,3% l'année prochaine, c'est-à-dire un demi-point de moins que ce qu'on anticipait il y a quelques mois. Et c'est la somme de ces incertitudes géopolitiques, tarifaires, économiques, financières, qui fait que les entreprises attendent un peu avant de faire des choix radicaux. Et puis, il y a un attentisme. Oui, de l'attentisme sur l'investissement, de l'attentisme sur la consommation aussi. Et donc, une croissance qui reste positive, évidemment, mais qui est un peu en baisse. On fera un petit peu le tour des pays. Avant, juste, on va rester sur les traits un peu plus généraux. Vous avez près de 80% des économies avancées qui ont enregistré une augmentation des défaillances au premier trimestre 2025 par rapport à 2024. Près de 80% des économies, c'est gigantesque, non? Alors, en fait, est-ce que vous avez déjà vu ça? Oui, alors ça fait 5 ans qu'on voit, après le Covid, et puis les mesures de soutien aux économies qui ont été mises en place par les gouvernements, ça fait 5 ans qu'on voit une hausse continue des défaillances d'entreprises. Alors ça continue cette année, ça se ralentit un petit peu en nombre, mais ça touche des entreprises de taille plus importante, donc il y a un peu plus de sévérité, si on peut le dire comme ça. Et c'est à la fois, je dirais, une économie un peu atone, c'est à la fois des secteurs qui sont sous pression, c'est aussi des taux qui reviennent plus bas, mais qui ne reviennent pas aussi bas qu'ils étaient post-Covid. Et donc, ça met de la pression sur les marges des entreprises. Et donc, on voit cette continuation. On est au niveau le plus haut depuis 10 ans de défaillance d'entreprise, monde entier. Et on est environ 20 à 25% au-dessus de là où on en était avant Covid, c'est-à-dire en 2019. Donc clairement, il y a des entreprises qui sont sous pression. D'où le titre de votre baromètre, le grand bond en arrière. C'est un peu le retour, si vous voulez, sur des choses qu'on croyait un peu acquises, la mondialisation, la désindustrialisation, etc., etc. Est-ce qu'on peut revenir sur Xavier Durand, sur ces 27 secteurs déclassés? Vous avez parlé de la métallurgie. Oui, la métallurgie, l'aluminium. Quoi d'autre? L'aluminium, l'automobile. Bien sûr, l'automobile. Alors, quand on regarde les taux de tarifs auxquels ils sont soumis, l'automobile, c'est 25% aux États-Unis. L'acier et l'alu, c'est 50%. Tout ce qui est chinois, aujourd'hui, on estime le taux de tarifs appliqués aux États-Unis est de l'ordre de 42% sur l'ensemble des produits importés aux États-Unis depuis la Chine. Donc on a quand même des secteurs qui font face à cette donne, comme je le disais, des surcapacités structurelles qui varient par secteur, et puis une économie qui est pas très porteuse. Donc vous conjuguez tout ça et vous avez effectivement plus de risques sur ces secteurs-là. Aux États-Unis, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que la grande distribution, ont été déclassées. Le consommateur américain. Alors la distribution, c'est pas. La technologie, ça paraît incroyable. Oui, mais enfin, c'était monté aussi très haut, donc c'est une affaire relative. Je pense que comment dire, il y a des pressions sur les chaînes d'approvisionnement, il y a des pressions sur. On ne sait pas encore exactement où
où ça va tomber, parce qu'il y a encore beaucoup d'accords qui sont en cours de négociation. Donc voilà, donc il y a de l'incertitude, et puis, mais dans l'ensemble, je dirais qu'il y a un peu plus de pression et un peu plus de risques. Quand vous dites qu'on garde son focus sur les États-Unis, la grande distribution, pour vous, c'est un secteur que vous avez déclassé. Donc il faut peut-être expliquer l'importance que ça a, parce que vous donnez la COFAS donne des notes. Donc quand vous êtes une société exportatrice, on va avoir la COFAS, vous l'assurez, et puis vous donnez, il y a des notes. Oui. Donc c'est très important. Ça veut dire que si quelqu'un veut travailler dans la grande distribution aujourd'hui ou dans la tech américaine, il y aura une note qui sera inférieure. On trouve dans la tech américaine aussi les plus belles notations de tous les secteurs. Ah oui, d'accord, ok. Donc on part de très haut. À l'inverse, dans la distribution, c'est un secteur qui est sous pression depuis très longtemps. Donc on a vu depuis maintenant des années et des années des distributeurs américains faire régulièrement faillite. C'est d'ailleurs la même chose en Europe. Donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau, si je puis dire, mais comme le contexte économique est tel que les consommateurs ont tendance à épargner un peu plus, il y a un peu plus de pression sur les distributeurs, et puis les tarifs qui finiront un jour par les impacter. L'économie américaine, comment s'il fallait la décrire, la décrypter selon votre baromètre Elle croît à environ 1%, donc elle est aussi sous pression. C'est rien pour l'économie américaine. Voilà, elle est aussi sous pression, c'est clair. Mais elle fait preuve d'une résilience surprenante. Jusqu'ici, on a tous été surpris, je pense depuis d'ailleurs plusieurs années, par la résilience et l'incroyable capacité d'innovation de l'économie américaine. Donc, il faut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a une pression générale sur la croissance. Oui, mais il y a quand même une baisse de confiance des ménages. Oui, il y a une baisse de confiance des ménages, tout à fait. Si on regarde un peu, si on fait un focus sur l'Europe, alors la France, c'est moins dans votre champ d'investigation. La France, pour nous, c'est 14% de notre métier. Oui. Nous sommes une entreprise présente, vous l'avez dit tout à l'heure, on a des employés dans 70 pays, des clients dans 100 pays, et des risques, c'est 720 milliards d'euros de risques sur 5 millions de lignes et 3 millions d'entreprises dans 200 pays. Donc on est vraiment une entreprise mondiale, 50% en Europe, 50% en dehors. La France, pour nous, c'est 14% de notre... Oui, mais donc vous pourriez aussi analyser la France. On analyse aussi la France. Mais vous la voyez comment, la France ? Je pense que la France, aujourd'hui... Alors, l'Europe est à un niveau de croissance d'environ 1,5% de croissance, donc croissance à tonne. Vous avez là-dedans, je dirais, l'Europe industrielle qui souffre. Vous avez les pays du Sud qui, eux, sont en croissance. Et puis, vous avez la France qui fait son petit bonhomme de chemin, un petit peu entre les deux. Mais quels sont les risques ? Par exemple, on parlait tout à l'heure de la question de la réforme des retraites, de l'instabilité politique. Ça tout ça, effectivement, joue son rôle. Est-ce que ça pèse particulièrement sur la France ? On intègre tous ces risques dans notre baromètre et dans notre évaluation des secteurs et des pays. Donc, COFAS mène une revue macro à 360 degrés, si vous voulez, des différents risques économiques, financiers, politiques, sociaux. Et puis, on a les remontées du terrain, parce qu'avec 5 millions de lignes de crédit, on reçoit 1300 dossiers d'impayés par semaine. Et donc, c'est la conjonction de ces deux facteurs qui nous permet de vérifier, je dirais, que la théorie et la pratique se connectent bien. Est-ce que vous êtes d'accord, Xavier Durand, avec Valérie Baudson, qui est la directrice générale d'Amundi, que vous devez connaître, qui est le premier gestionnaire européen ? Elle avait son grand événement là aujourd'hui. Et elle a dit que les marchés, je la cite, les marchés financiers européens suscitent un intérêt croissant des investisseurs internationaux, renversant la tendance après plusieurs années de domination américaine. Actuellement, c'est le moment de l'Europe. Vous n'avez pas l'air très convaincu quand je vous écoute en tant que patron de COFAS. Alors, c'est une chose de dire que l'économie européenne est sous pression, c'est une autre chose de dire qu'on a une opportunité, parce que je crois que... Oui, mais si les perspectives sont bonnes, à ce moment-là, les notes devraient être meilleures. Le focus de COFAS, encore une fois, c'est sur le court terme. Donc on fait pas de la macroéconomie à 3 ans, à 5 ans. On regarde toujours les risques à échéance 6 mois, 9 mois, 1 an maximum. Donc pour vous, actuellement, c'est pas le moment de l'Europe, si j'ai bien compris. Non, l'Europe tire son épingle du jeu, mais est sous pression. Les États-Unis aussi. La croissance mondiale, en général, est tirée par les émergents, aujourd'hui encore. Et en ce qui concerne l'Europe, on est sous pression avec des variations, je dirais, géographiques que j'ai déjà décrites. Si on reviendra sur les marchés émergents, je voudrais qu'on regarde maintenant l'autre grand pays, la Chine.
La Chine, il y a beaucoup d'interrogations. Elle a été sous pression, mais elle a su résister à Donald Trump. On attend de voir l'accord final, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Enfin, on voit en tous les cas que ça ne sera pas des 150%, ça c'est clair, même s'il y a quand même une hausse significative. Est-ce que pour vous, la Chine est encore une terre de croissance et vous encouragez les entreprises à y aller? Alors nous y sommes. Nous accompagnons nos clients internationaux en Chine qui ont la plupart du temps des activités dans ce pays. Et pour nous, ce n'est pas une option d'être ou de ne pas être en Chine. On est en Chine parce qu'on accompagne nos clients dans le monde entier. C'est notre proposition de valeur. La Chine a eu une croissance absolument phénoménale depuis maintenant des décennies. A eu une croissance tirée par l'infrastructure, une croissance tirée par les programmes de soutien à l'immobilier, etc. Bon, on voit que ce modèle-là, il arrive un peu au bout du... Oui, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse dans votre baromètre. À l'inverse, ils ont développé aussi une base industrielle incroyable dont les débouchés étaient très américains. Maintenant, ces débouchés doivent se confirmer, font face à des tarifs, etc. Et puis, il y a un plan de relance dont la Chine parle sur la consommation intérieure, parce que c'est l'autre moteur qui est le moteur de l'économie américaine, mais qui n'est pas aussi développé en Chine, et dont la Chine dit qu'ils ont l'intention de le mettre en marche. Donc là, je dirais que... Donc pour vous, vous êtes plutôt favorable sur la Chine, ou vous êtes comment? Moi, je pense qu'il faut... alors, ça dépend dans quelle position vous êtes, si vous êtes distributeur, si vous êtes producteur, mais clairement, un découplage brutal et violent entre les États-Unis et la Chine, comme on a pu l'imaginer, c'est pas très réaliste. Hein. Donc les deux vont continuer à échanger. On voit qu'il y a des tensions, on voit qu'il y a une bataille sur les terres rares, sur les tarifs. Donc, enfin, mais si je suis une entreprise française ou allemande qui veut aller exporter en Chine... Elles le font déjà. Oui, non, mais bien sûr, mais si j'en suis... Là, vous notez ça comment? Ça dépend des secteurs. Alors nous, encore une fois, on est focalisé sur le détail. Hein. Nous, notre objectif, parce qu'avec toutes ces incertitudes, c'est difficile de faire des plans à très long terme, hein, et de baser toute votre activité sur un scénario, ça paraît pas très réaliste dans le monde aujourd'hui. Il faut essayer de bâtir un scénario qui résiste au choc et aux décisions qui pourront être prises, où les tarifs vont aboutir. Oui, mais ça, c'est très macro. Oui, c'est macro. Et donc, il faut aussi, pendant ce temps-là, tous les jours, tous les mois, faire fonctionner son business en évitant la prise de risque inutile. Et ça, c'est notre focalisation chez Coface. Donc, on regarde les risques de millions d'entreprises, un par un, en agrégeant du data, et on aide les entreprises à prendre la décision de c'est raisonnable ou c'est plus raisonnable. Quels sont les secteurs, s'il y en a, déclassés en Chine? Alors, je n'ai pas le détail en tête, mais disons que la Chine, c'est un pays qui souffre, dont la base industrielle, aujourd'hui, on le voit, souffre de ce rétrécissement de leurs débouchés, hein, et des tarifs mis en place par les États-Unis. Alors, il y a eu toute une stratégie de délocalisation progressive vers des marchés dits connecteurs, hein, pour assembler au Vietnam, au Mexique, etc. Mais tout ça est aussi remis en cause. Donc, quels sont les 4 pays que vous avez déclassés? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas des pays qu'on a déclassés, ce sont des secteurs spécifiques dans des pays. Hein. C'est l'automobile, pardon, ça c'est ceux qu'on a reclassés. Mais les 4 pays qu'on a déclassés, c'est la Thaïlande, la Malaisie, la Roumanie et Singapour. Et là, ce sont des pays qui ont bénéficié en fait d'un effet d'aubaine. Au moment où les tarifs ont été mis en place, ils ont eu leurs exportations qui ont bondi parce qu'on a créé des stocks, parce que les uns et les autres ont accumulé de la production en se disant on va faire passer les produits avant que les tarifs ne tombent. Et puis là, cet effet est un peu arrivé au bout de son mécanisme. Ouais. Il y a un pays dont on aurait pu parler de l'Inde aussi, mais il y a le Mexique qui souffre beaucoup parce que pour le coup, vous avez cité l'automobile, l'impact des tarifs douaniers. Le Mexique, c'est typiquement le pays connecteur. C'est-à-dire, c'est le pays où sont allés s'installer tous ceux qui veulent travailler avec les États-Unis, mais qui bénéficient dans un sens d'accords de libre-échange ou d'échanges plus faciles, et qui bénéficient aussi d'une main-d'œuvre plus abordable. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits au Mexique pour travailler avec les États-Unis, et là, on voit que ça a été mis sous tension aussi. Ouais. Juste une dernière question. Vous avez ouvert un centre de data et d'intelligence artificielle. Ça va changer pour vous dans vos analyses? Ça va changer Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des données de plus en plus larges et de plus en plus variées sur un nombre de plus en plus grand d'entreprises, et on le fait de plus en plus vite pour être capable de répondre aux questions de nos clients
qui nous disent est-ce que c'est raisonnable de traiter avec telle ou telle entreprise, est-ce que ma chaîne d'approvisionnement est stable, est-ce que j'ai un risque qu'un de mes fournisseurs fasse défaut et que ça me déstabilise, ou bien est-ce que je peux trouver un nouveau marché, ou est-ce que je peux trouver de nouvelles entreprises à qui vendre. Donc pour faire ça, effectivement, on monte une grosse infrastructure de data et d'intelligence artificielle qui nous aide à gérer ces masses de données. Et vous le faites en France? Et on le fait en France avec des ingénieurs français, bravo. Merci beaucoup Xavier Durand d'avoir été avec nous, donc directeur général de Coface, et on peut retrouver bien sûr votre baromètre sur votre site. Merci beaucoup.